Bien avant le vol en avion, il y a eu le vol en ballon, ce qu'on a appelé l'aérostation. Alors les ballons, il y avait les montgolfières, il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des charlières, des rosières, on les gonflait avec de l'air chaud ou bien avec de l'hydrogène, de l'hélium ou un mix de plusieurs choses. Pour nous en parler, Zachary Boubli monte dans la nacelle. Zachary est agrégé d'histoire, il est également doctorant en histoire de l'aviation. On va faire tout simplement aujourd'hui l'histoire de l'aérostation. On va faire une espèce de petit survol général de l'aérostation. C'est une histoire finalement assez courte, bon, plus longue que celle de l'histoire de l'aviation, mais d'une durée d'une échelle qui est relativement similaire. Nous, les historiens, on appelle ça essentiellement de l'histoire contemporaine, c'est-à-dire de l'histoire des 2-3 derniers siècles. Et c'est quelque chose qui va nous prendre une petite heure. Alors, on va commencer par des petites définitions. Donc, on va étudier des engins volants aujourd'hui, mais il faut être bien clair sur la différence sur la spécificité des aérostats, ce qu'on va étudier aujourd'hui. Les aérostats, ce sont les engins volants qui sont maintenus en l'air par la poussée d'Archimède. Donc, en pratique, par un gaz plus léger que l'air, soit de l'air chauffé, soit du dihydrogène, soit de l'hélium, qui, grâce à la poussée d'Archimède, donc subit une poussée vers le haut dans le fluide qu'est l'atmosphère terrestre, et ce qui amène son ascension. Donc il faut le distinguer d'un aérodyne. Un aérodyne, c'est ce qu'on appelle plus communément aujourd'hui un avion. Un aérodyne, ça vole avec la portance. Donc là, on vole avec la poussée d'Archimède. Alors, il y a également un vocabulaire sur lequel il faut être un tant soit peu précis, notamment savoir distinguer un aéronaute d'un aérostier. Alors, un aéronaute, en général, c'est quelqu'un qui pratique des ascensions avec des aérostats ou des aérodynes. Et un aérostier, mais bon, un aéronaute, ça va essentiellement désigner quelqu'un qui est dans des aérostats. Et un aérostier, c'est un aéronaute, mais militaire, qui fait partie de ce qu'on appelle les compagnies d'aérostiers, qu'on appelle, par exemple, qu'on appelle autrement dans d'autres pays, par exemple en Italie, on appelle ça les dirigibilistes. Et donc, dans les grandes lignes, qu'est-ce que nous allons voir? Alors, l'aérostation, c'est quelque chose qui a été inventé essentiellement en France, plus spécifiquement dans la décennie 1780, même s'il y a un précurseur à cela. Dans les années 1780, on réalise la plupart des premiers exploits et des premières fois de l'aérostation, les premières traversées, les premières ascensions, les premiers vols habités, etc. etc. Ça va susciter un enthousiasme très fort avant de tomber relativement en désuétude. Et pendant la période où on a des aérostats qui marchent dans les années 1780, eh bien, comme des objets de spectacle. On va donc mettre la science au service d'un spectacle, d'une démonstration publique de quelque chose qui intéresse, qui déplace les foules, et on va s'en servir ponctuellement comme d'un objet militaire, mais de façon très marginale et épisodique. Ensuite, pendant la première moitié du XXe siècle, on va avoir une sorte de stagnation de l'aérostation. Peu de progrès sont réalisés. Désormais, il s'agit simplement de faire des ascensions, mais comme on les fait depuis quelques décennies. Et puis, au milieu du XIXe siècle, en couplant les inventions de l'aérostation à d'autres inventions de la révolution industrielle, on va progressivement réussir à mettre au point des engins qu'on peut diriger. Donc ce qu'on va finir par appeler tout simplement des dirigeables. Donc ça va créer un deuxième intérêt pour l'aérostation, d'autant plus qu'on peut coupler ça à d'autres inventions, ce qui permet de passer de l'innovation à l'invention avec quelque chose qui est vraiment utile et utilisable. Et ensuite, la dernière acte, entre guillemets, de l'histoire de l'aérostation, c'est la Belle Époque. Donc, c'est le moment où on met au point le dirigeable, la solution finale, disons, de l'aérostation, c'est-à-dire le dirigeable à coque rigide. Mais c'est le moment aussi où l'aviation des plus lourds que l'air, les aérodynes ou les avions tout simplement, sont mis au point. Et les progrès de l'aviation vont assez rapidement concurrencer les aérostats et les dirigeables.
Plus précisément dans la Première Guerre mondiale. Dans la Première Guerre mondiale, on va voir les dirigeables se faire massacrer par les avions. Et puis dans l'entre-deux-guerres, après un bref âge d'or commercial des dirigeables, en 1937, avec la catastrophe du Hindenburg, on va entre guillemets perdre l'aérostation comme moyen de locomotion de grande échelle. Et c'est donc l'aviation qui va s'imposer comme solution technique de transport aérien, mais aussi pour faire la guerre. Alors, les questions transversales qu'on va se poser, bon, bien sûr, on va parler de dates, d'inventeurs et de première fois, mais on va aussi se poser des questions transversales, des questions plus spécifiquement d'histoire des sciences. Puisqu'on va parler de nombreux inventeurs et de nombreuses inventions, donc on va se demander quels sont les facteurs qui font qu'on peut retenir, qui font la réussite d'un inventeur ou d'une invention. Ensuite, il va y avoir la question de l'usage d'une invention. On a quelque chose qui vole, c'est très bien, mais qu'en faire? Pourquoi foutre? Et enfin, on va se demander dans quelle mesure est-ce qu'on peut considérer que quelque chose réussit ou échoue, puisque les critères ne sont pas toujours évidents pour savoir ce qui est utile, ce qui ne l'est pas, ce qui est un gadget et ce qui est prometteur, etc. etc. Donc, l'histoire de l'aérostation, elle commence à l'époque moderne, au XVIIIe siècle. Alors, Olivier, vous avez parlé des précurseurs de l'aviation. Donc là, on est essentiellement sur des gens qui essaient de voler avec des ailes. Donc on est plus sur une démarche aérodine. Pour ce qui est de l'aérostation, d'utiliser le plus léger que l'air, le premier qui en a l'idée, c'est ce monsieur Bartolomeu Lourenço de Guzmán. Alors, lui est un jésuite portugais. Alors, il est né au Brésil, c'est ce qu'on appelle un créole. Et il se révèle très tôt comme surdoué. Il réalise de petites inventions, il connaît la Bible par cœur, il apprend le latin et le grec à une vitesse prodigieuse. Et donc, il va devenir jésuite. C'est-à-dire qu'à l'époque, si on voulait faire des études, notamment dans un pays comme le Portugal, ça passait essentiellement par l'Église, et plus spécifiquement par les jésuites. Donc la Compagnie de Jésus, fondée par Ignace de Loyola au XVIe siècle, et qui a un intérêt très particulier, très spécifique et très fort pour les sciences et les techniques. Une bonne partie du programme mathématique de l'époque moderne est effectuée par des jésuites, et ils vont même mettre au point certaines inventions assez délirantes. Par exemple, à un moment, ils avaient fabriqué une espèce d'automate de Jésus qu'on montrait pour la Semaine Sainte, et qui était capable de saigner quand on appuyait sur une manette. Alors, Bartolomeu Lourenço de Guzmán, lui, il a très tôt l'idée d'utiliser la poussée d'Archimède, même s'il ne le formule pas comme ça, pour faire voler des choses. En effet, il va se servir de quelque chose qu'on connaît, c'est le ballon en papier dans lequel il y a une flamme qui chauffe l'air et le fait monter. Alors, sa première invention, son premier brevet, c'est quelque chose qu'il n'a jamais réussi à construire parce que c'est complètement fantaisiste, mais c'est une invention vraiment magnifique et très, très intéressante à voir, puisqu'elle porte la plupart des croyances scientifiques de l'époque, donc aujourd'hui on a complètement rejeté, mais qui à l'époque était parfaitement valable. Alors, si vous regardez le planeur de Guzmán, vous voyez qu'il y a une voile en A qui soutient la barque, mais c'est pas ça qui fait voler. Ce qui fait voler, c'est ce qu'il y a en F et en G. Alors, en F, vous avez des petites billes d'ambre, et vous avez de la paille de seigle qui est censée tapisser toute la nacelle. En fait, à l'époque, on savait on avait remarqué le phénomène qui fait que parfois une pierre d'ambre peut attirer la paille ou les cheveux. En fait, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'électricité statique. Et il y avait cette idée de se servir de cette force comme d'un propulseur pour faire monter la nacelle. Il y a une deuxième force propulsive dans cette nacelle, c'est en E. Vous voyez, les sphères sont des sphères métalliques, et l'idée, c'est de mettre des aimants dedans pour qu'ils attirent le bas de la nacelle, et ainsi, par une sorte de mouvement perpétuel, la faire s'élever. Ensuite, on pourra la diriger avec des rames, des barques et des ailes.
Bon, c'est une invention assez, qui n'a aucune chance de marcher, tout simplement parce que l'électricité statique et le magnétisme, ça ne peut pas soulever un engin comme ça. Et surtout, bon, si vous les mettez à l'intérieur de l'engin avec l'idée qu'un truc qui est placé plus haut va forcément attirer ce qui est placé plus bas, bon, c'est méconnaître la loi de la gravité, etc. Mais Gussmann ne va pas s'arrêter à ça. Gussmann va faire à Lisbonne des expériences devant la cour. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il fabrique des petits ballons auxquels il accroche une nacelle demi-sphérique. Donc le ballon est en papier ou en bois très léger. Et dans la coupelle en dessous, il y a de l'alcool à brûler qui brûle et qui est censé chauffer l'air à l'intérieur du ballon et le faire s'élever. Alors, il tente 2-3 fois l'expérience devant la cour à Lisbonne, avec des ballons pas très grands qui font genre quelque chose comme 50 cm, 1 mètre de diamètre. Et alors, ça marche dans la mesure où parfois le ballon réussit à s'élever de quelques mètres, mais comme c'est une structure en papier avec du feu à l'intérieur, c'est très inflammable, et donc il faut toujours être vigilant et être prêt à la mettre à terre, sinon elle va incendier les rideaux et les tentures qu'il y a autour. Par ailleurs, l'alcool à brûler, c'est pas une très bonne solution, c'est-à-dire que très souvent, il suffit que le ballon oscille légèrement pour que de l'alcool se renverse et que le ballon prenne feu. Et donc, c'est quelque chose qui va amuser la cour 2-3 fois, et puis très vite, comme Gussmann ne fait pas vraiment de progrès, on s'en lasse. Et puis, Gussmann va surtout connaître une fin de vie assez dramatique. Alors, à la fin de sa vie, il traverse une espèce de crise mystique. On pense qu'il est possible qu'il se soit secrètement converti au judaïsme. Et puisqu'il est au Portugal, il se fait cibler par l'Inquisition. Et donc, il est obligé de fuir le Portugal. Il se réfugie en Espagne et il meurt à même pas 40 ans, après s'être repenti de ses péchés. Mais son idée a vécu. Alors, ce qui est rigolo, c'est que quand on va en Asie du Sud-Est, depuis des millénaires, on sait fabriquer des ballons volants avec une flamme à l'intérieur. Bon, ça, c'est les lanternes célestes que vous avez peut-être vues dans des mariages ou en vacances. C'est juste que, en fait, la question, c'est tout simplement celle du matériau. Voilà, là-bas, on sait utiliser des nattes de riz et du bambou pour faire quelque chose qui va brûler de façon plus ou moins contrôlée. Et surtout, on a la pratique pour savoir quelle proportion utiliser pour faire quelque chose qui vole véritablement. Mais vous voyez que là, on a le cas d'un inventeur qui échoue complètement, notamment parce qu'il est tout seul. Gussmann, il est tout seul dans son coin à fabriquer lui-même ses ballons. Et alors, il a des connaissances scientifiques qui sont celles d'un homme de son temps, mais il a un problème qui est, par exemple, d'ordre chimique. Il n'a pas de matériau qui peut brûler de façon plus safe par rapport à une coupelle d'alcool. Et donc, pendant plusieurs décennies, alors bien sûr, on se souvient de lui, mais pendant plusieurs décennies, on n'a pas trop d'idées de comment faire. Et puis, au fur et à mesure que le XVIIIe siècle avance, plusieurs progrès qui semblent n'avoir aucun rapport avec l'aérostation sont réalisés. Alors d'abord, au XVIIIe siècle, essentiellement, et avant tout en France, mais aussi en Italie, en Angleterre ou en Hollande, les historiens des sciences disent que la science se répand dans la société. C'est-à-dire que ils avaient de plus en plus d'espaces de sociabilité qui se réunissent autour de la science et qui s'échangent des nouvelles et qui correspondent et qui permettent d'avoir une sorte de cumulativité du savoir et surtout d'élargir le public et donc d'élargir la communauté scientifique. Donc il y a non seulement les salons, mais il y a surtout les académies. D'abord dans les grandes capitales européennes, puis ensuite dans la plupart des villes, on va créer des académies des sciences, financées en général par un prince, un évêque, un roi, un baron, etc., etc. Et cette académie propose des postes rémunérés
à des scientifiques, ce qui leur permet donc de se consacrer à la science et d'éventuellement disposer de financement pour leurs travaux. Et donc ça permet la professionnalisation des scientifiques, et donc les solutions sont trouvées beaucoup plus vite puisqu'on communique et on élargit la science, notamment auprès du public. En effet, le public se passionne pour les découvertes. À l'époque, la majorité des gens savent déjà lire. L'imprimerie a fait énormément de progrès, donc il y a des publications de vulgarisation scientifique qui existent. On a déjà du Science et Vie Junior au XVIIIe siècle, avec des ouvrages qui sont parfois des succès immenses, comme le newtonianisme expliqué aux dames. Et on a des expériences qui sont faites en public, un peu comme des spectacles, comme ce serait une scène ou une pièce de théâtre ou une chanson. Là, on va avoir des expériences qui sont montrées et qui attirent les foules. Par exemple, celle de l'abbé Nollet. Alors lui, il fait des trucs assez marrants. En fait, il fait faire une chaîne humaine à des gens du public, et ensuite, avec un engin à manivelle, il fait passer un courant électrique entre les gens. Et il leur explique en rigolant que tous ces gens qu'ils ne sont encore vivants que parce qu'ils se tiennent par la main, et que s'ils se lâchaient, si le courant était réparti dans moins de personnes que ce qu'il y a, eh bien, ils seraient grillés vifs. Et ça arrive. Il y a des cas où quelqu'un lâche et du coup, on prend un coup de jus et on meurt. Et puis, autre progrès qui est très important, sont les progrès de la chimie. Donc, on est à l'époque de Lavoisier, et puis déjà avant, Henry Cavendish avait prouvé l'existence de l'hydrogène et découvert le moyen de le produire. Donc, à l'époque, pour produire de l'hydrogène, on verse de l'acide sulfurique, qu'on appelle le vitriol, sur de la limaille de fer, et ça produit ce qu'on appelle l'air inflammable, qui est donc 10 à 12 fois plus léger que l'air. Et donc, cette idée que l'hydrogène est plus léger que l'air, ça ne va pas échapper à plusieurs inventeurs qui vont faire, dans les années 1780, des progrès décisifs pour l'aérostation. Alors, il y a plusieurs personnes dans la grande histoire des années 1780 en aérostation, plusieurs profils. D'abord, il y a les frères Montgolfier. Alors, Joseph à gauche et Étienne à droite. Ils sont issus d'une famille de 16 enfants, et ils sont issus d'une famille industrielle très prospère. Alors, les Montgolfier, c'est une entreprise de papier qui possède plusieurs manufactures et qui a plusieurs centaines d'employés en France, donc qui a accès au capital, qui a accès à la main-d'œuvre, et dont les patrons s'intéressent aux sciences. Et donc, les Montgolfier remarquent un jour que la chemise qu'ils sont en train de faire sécher au-dessus de la cheminée semble être gonflée par quelque chose qui monte. Et très vite, ils vont faire le rapprochement avec les expériences de Gusman, et très vite, ils vont avoir l'idée de gonfler un ballon en tissu avec cet air chauffé pour le faire s'élever. Ils ont essayé avec de l'hydrogène, mais ils n'ont pas réussi à emprisonner l'hydrogène dans des sacs, donc ils vont partir plus sur la solution de l'air chauffé. Ensuite, vous avez Jacques Charles. Alors Jacques Charles, lui, c'est un savant, c'est pas un industriel. Il est plus précisément chimiste, et c'est un très bon chimiste. Il a mis au point plusieurs... il est responsable de plusieurs progrès techniques. Par exemple, les progrès qui vont permettre à Nicéphore Niepce de réaliser les premières photographies. C'est lui qui se rend compte que le nitrate d'argent peut imprimer la lumière. Et Jacques Charles, lui, il intervient parce qu'on a découvert l'hydrogène. L'hydrogène, c'est donc beaucoup plus léger que l'air, et c'est donc beaucoup plus utile pour faire des ascensions en ballon. Et Jacques Charles, lui, trouve un moyen de fabriquer plus facilement et surtout de capturer de l'hydrogène. Ce qui va lui permettre, grâce à une souscription publique, de réaliser un ballon. Et enfin, les autres personnes... Donc voilà, ce qu'il faut noter, c'est la différence entre les industriels que sont les Montgolfier et le savant qu'est Jacques Charles. On a deux profils différents, une forme de complémentarité, même s'ils ne vont jamais travailler ensemble.
Et il y a un troisième profil qui rentre en ligne de compte. Ce sont les relais politiques qui seront les futurs aéronautes. Alors, il y en a plusieurs, mais le plus important, c'est Pilâtre de Rosiers. Pilâtre de Rosiers, c'est quelqu'un qui est formé aux sciences, mais qui travaille dans la haute administration. À l'époque, on a déjà créé les premières écoles d'ingénieurs en France et les premiers corps d'État, et il en fait partie. Et ensuite, on va les retrouver comme inspecteur général des manufactures, des carrières, des mines, etc., etc. Ce qui veut dire que Pilâtre de Rosiers a l'oreille du roi et de la cour, et donc peut convaincre les gens qu'il faut de l'intérêt des expériences aérostatiques. Et puis celui qui est à droite, c'est Barthélemy Faujas, un grand géologue et vulcanologue de l'époque. Lui aussi a l'oreille de la cour, mais lui va aussi réaliser une souscription qui va permettre à Jacques Charles de faire réaliser par les frères Robert son ballon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça va se jouer en l'espace de quelques mois, puisque les Montgolfiers et Jacques Charles mettent au point quasiment en même temps leur solution. Alors les Montgolfiers sont ceux qui réussissent à fabriquer un ballon, parce que c'est la première étape, c'est de réussir à fabriquer le ballon. Et donc ça, les Montgolfiers sont les seuls à pouvoir le faire, puisque ce sont des industriels, donc ils ont déjà des ouvriers, ils ont déjà des manufactures, ils ont déjà les matériaux. Et après quelques expériences, le 4 juin 1783, les Montgolfiers font décoller une montgolfière vide, donc un ballon à air chaud, devant les états généraux du Vivarais. Et l'expérience est un succès, et tout le public en parle, on en parle jusqu'à Paris, et Jacques Charles en entend parler. Et donc, une sorte de course contre la montre s'enclenche pour lui, puisqu'il veut absolument démontrer que la chose est également possible avec un ballon rempli d'hydrogène. Et donc, grâce à une souscription lancée par Barthélemy Faujas, il a les moyens nécessaires pour effectuer la première ascension, enfin la première démonstration d'un ballon à hydrogène, ce qu'on appelle une charlière, pour la distinguer d'une montgolfière. Voilà, montgolfière avec de l'air chaud, charlière avec de l'hydrogène. Le 27 août, il fait la première démonstration d'une charlière vide. Ensuite, va s'enclencher une espèce de match, de course à l'ascension. Alors, le 19 septembre 1783, on fait une expérience devant le roi à Versailles, et on fait voler, c'est-à-dire qu'on la lâche, une montgolfière dans laquelle il y a un coq, un canard et un mouton. Il parcourt quelques kilomètres et monte à une altitude d'environ 500 mètres. Et puis la montgolfière se pose, parce qu'elle se refroidit, et Pilâtre de Rosiers se dirige vers le lieu d'atterrissage et constate que le mouton, le canard et le coq vont très bien, et que le mouton est en train de simplement de brouter l'herbe, et qu'ils n'ont même pas remarqué qu'ils étaient allés aussi haut. Et pour la petite histoire, le mouton va être gracié par le roi, et donc on va prendre soin, on va aller le bichonner à la ménagerie royale. Alors, le 19 octobre 1783, vous voyez, ça va très très vite. Il s'agit juste simplement de fabriquer un nouveau ballon, puis de réunir des gens pour monter dedans. Le 19 octobre 1783, Pilâtre de Rosiers monte dans une montgolfière captive, attachée au sol par une corde, et c'est la première ascension humaine. Donc là, vous en avez une gravure. Donc on est dans le jardin de Monsieur Réveillon. Réveillon, c'est le plus grand fabricant de papier peint de l'époque. Donc là encore, il y a l'industrie qui n'est pas loin. Le ballon, il est fait en toile doublée de papier. Vous voyez qu'il est décoré, puisqu'il s'agit d'un événement pour le roi. Louis XVI était assez réticent à l'idée de laisser des êtres humains prendre ce risque, et puis Pilâtre de Rosiers a réussi à le convaincre avec la reine, et puis, comme vous voyez, sous un gros foyer qui chauffe l'air, la montgolfière s'élève, et elle est bien sûr décorée au symbole de la monarchie. Alors, un mois plus tard encore, c'est le premier vol habité libre d'une montgolfière, c'est-à-dire qu'on lâche les cordes, et Pilâtre de Rosiers avec le marquis d'Arlande
parcourt plusieurs kilomètres au-dessus de Paris. Alors il part de la Folie Triton, dans le faubourg Saint-Antoine, et les vents le portent vers l'est. Il est suivi à cheval par le duc d'Orléans, et qui peut attester et certifier que les deux hommes ont bel et bien réussi ce vol. Alors, ils peuvent pas se diriger avec une montgolfière, ils peuvent simplement décider de lâcher de l'air chaud pour faire descendre le ballon. Après avoir fait une vingtaine de kilomètres, ils se rendent compte qu'ils peuvent continuer, mais que la nuit tombe et qu'ils commencent à avoir froid, et que donc il est temps d'arrêter l'expérience, et ils se posent triomphalement. Et c'est ainsi qu'est effectué le premier vol habité. Le 1er décembre 1783, donc à peine 10 jours plus tard, c'est Jacques Charles à son tour qui s'élève avec un ballon à hydrogène. Donc là, vous voyez à quoi ça ressemble, c'est un petit peu plus petit. Et Jacques Charles va faire 43 km avec sa charlière. Le problème, c'est qu'on est le 1er décembre et donc il a failli mourir de froid. Et ça va lui faire passer l'envie de faire des ascensions, puisque lui était un savant, lui voulait montrer qu'on pouvait aussi voler avec des ballons remplis à hydrogène, et il a le sentiment d'un devoir accompli. Et donc ce sera sa dernière ascension. Alors, comme vous avez pu le voir sur les gravures, le public à chaque fois est présent, que ce soit dans les jardins de chez Réveillon ou sur les bords de la Seine en train de saluer Pilate de Rosiers. Les gens se passionnent pour ça, et c'est quelque chose qui déplace les foules, qui impressionne les visiteurs étrangers, et donc ça va être le moment de ce qu'on appelle la ballomanie, c'est-à-dire qu'il va y avoir une mode très importante du ballon, et on va voir toutes sortes d'objets qui montrent cette ballomanie et qui vous permettent d'avoir une chaise en forme de ballon, une bague en forme de ballon, une horloge en forme de ballon, des assiettes décorées avec des ballons. Et on va même vendre des petits kits pour fabriquer ses propres mini-ballons qui montent de quelques mètres. Alors l'intérêt du public, il est très important puisqu'il draine des ressources et de l'intérêt dans l'aérostation. Et c'est ainsi que dès 1784, on a pour la première fois une femme qui fait une ascension. Elle s'appelle Elisabeth Tible. Alors elle n'était pas destinée à devenir aéronaute. Donc elle vole à l'occasion d'une visite du roi de Suède à Lyon. Là, vous voyez peut-être que la montgolfière s'appelle la Gustave en hommage au souverain. Donc voilà, l'aéronautique, l'aérostation est un spectacle, donc on l'offre à un dignitaire étranger qui vient et on donne son nom au ballon. Et donc, dans ce ballon, on va mettre des comédiens. Elisabeth Tible, elle est comédienne. Elle est plus spécifiquement déguisée en Minerve, et il y a d'autres comédiens avec elle qui sont grimés, donc qui chantent, qui font de la musique ou qui déclament. Parce que l'idée, c'est d'avoir un spectacle volant. Et ça va être la seule ascension que réalise Elisabeth Tible. Et ça va être malheureusement pour elle son seul moment de célébrité. Alors, après l'année 1700, après les premières réussites des années de 1783 et 1784, on va avoir un début de professionnalisation de l'aérostation. On a parlé du public. En fait, le public adore voir des ballons s'élever et parfois parcourir quelques kilomètres avant de se poser. Et donc, le public est prêt à payer pour cela. Et il est prêt à payer assez pour que ça puisse servir de modèle économique à quelqu'un qui réparerait son ballon de ville en ville, un peu comme un cirque. Et donc, c'est Jean-Pierre Blanchard qui devient le premier aéronaute professionnel international. Alors, lui fait des dizaines d'ascensions. Voilà, c'est vraiment de ça qu'il essaye de vivre en le montrant au public et parfois en embarquant des hôtes de marque à bord de son ballon.
Alors, Blanchard, il va donc être le premier à voler en Italie, en Pologne, en Allemagne, en Angleterre, mais même en Amérique. Il a volé devant George Washington et Thomas Jefferson et Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, qui d'ailleurs était à Paris pour l'expérience de pilote de Rosier, il en avait parlé avec beaucoup d'enthousiasme à ses copains d'Amérique. Et Jean-Pierre Blanchard va être aussi le premier à traverser la Manche par les airs. Alors, c'est le premier à la traverser de tout temps. Louis Blériot, c'est le premier à traverser en avion. Et Blanchard la traverse dans le sens du vent dominant sur la Manche. Et donc, il part d'Angleterre et il arrive en France en 1785. Alors, la traversée de la Manche et le fait de la capacité de repérer les courants de vent pour pouvoir se diriger, ça amène l'enjeu suivant de l'aérostation. Donc maintenant, on sait faire voler des engins. Maintenant, il s'agit de savoir les diriger. Alors, on retrouve Pilâtre de Rosier, qui va inventer son propre modèle de ballon. Donc, non plus les montgolfières, non plus les charlières. On a désormais des rosières. Donc, c'est un ballon qui utilise à la fois le dihydrogène et l'air chaud pour s'élever. Donc, il y en a un qui sert davantage à maintenir le ballon en l'air, un autre qui sert plus à moduler la hauteur. Et donc, Pilâtre étudie les vents pour réussir à naviguer à travers les courants aériens. Et donc, c'est comme ça qu'il entreprend de traverser la Manche, mais en partant de France pour arriver en Angleterre. Et c'est comme ça qu'il trouve la mort en 1785 également. Et Pilâtre de Rosier devient le premier homme dans les airs, mais aussi le premier homme mort dans la grande aventure du vol. Alors, on a parlé de Blanchard. Alors, Blanchard, il va quand même continuer à faire des ascensions. Il ne va pas se laisser impressionner par Pilâtre. Et puis surtout, il n'a pas le choix puisque c'est de ça qu'il vit. Quand arrive la Révolution, il continue à faire des ascensions, même si il n'y a pas toujours moyen de voyager puisqu'on est en guerre avec toute l'Europe. Et il va ouvrir un café-concert. Et puis, il va aussi aider à l'utilisation des ballons dans les guerres de la Révolution. Alors, assez tôt, on avait l'idée d'utiliser les ballons pour faire de l'observation aérienne. Et c'est chose faite pour la bataille de Fleurus de juin 1794. C'est une bataille où les Français sont en train d'assiéger une ville. Quand ils sont menacés par une armée de secours qui vient du Saint-Empire, et grâce à un ballon, ils arrivent à repérer les mouvements de cette armée et donc à déjouer ses manœuvres. Et c'est comme ça qu'est gagnée la bataille de Fleurus. Et c'est une bataille extrêmement importante puisque c'est la bataille qui met fin au danger immédiat sur les frontières françaises et qui permet donc de mettre fin à la terreur et donc qui enclenche la chute de Robespierre. Alors, ce ballon, il est manœuvré par une compagnie d'aérostiers. Ce sont des compagnies qui ont existé pendant à peine 2 ou 3 ans. Parce que comme vous pouvez le voir, là, ils sont en train de tirer le ballon et c'est quelque chose de fastidieux. Et on va en reparler, mais le ballon va pas être une solution militaire d'avenir. Bonaparte essaye d'emmener des ballons d'observation pour sa campagne d'Égypte en 1799. Malheureusement, le bateau où sont les ballons est coulé par les Anglais. Et donc, Napoléon se passe de ballons. Et puis ensuite, quand il revient en France, il devient empereur, il inaugure un style de guerre qui est extrêmement rapide, mais trop rapide pour que les ballons puissent suivre. En attendant, sous l'Empire, vous avez quand même de l'aérostation. Alors, Blanchard est toujours là, il est toujours à faire des ascensions pour amuser le public. Et puis, en 1809, il meurt d'apoplexie. Il a une crise cardiaque quand il est dans les airs. Sans doute une histoire de décompression, puisqu'à force de monter et descendre très souvent, ça fait des embolies. Et donc, son entreprise de spectacle en ballon va être reprise par sa femme. Donc Sophie Blanchard, elle est beaucoup plus jeune que lui. Elle a commencé à voler avec lui pour renouveler le numéro parce qu'ils étaient au bord de la faillite. Et Sophie Blanchard, elle devient l'aéronaute préférée de Napoléon.
Et elle fait toujours des exhibitions aériennes. Et puis, elle fait aussi des événements, comme par exemple pour les mariages, pour les victoires, etc. Elle lâche des tracts, elle lâche des fleurs, elle lâche des portraits, elle lâche même parfois des petits objets en parachute ou des feux d'artifice en faisant le tour de Paris avec son ballon. Et malheureusement, c'est comme ça qu'elle va finir par décéder en 1819 dans un accident, puisque elle descend un peu trop bas, la nacelle se renverse, elle tombe, et le basculement en plus du ballon met le feu à la partie hydrogène, et donc Madame Blanchard meurt. Alors pendant les décennies qui vont suivre, il va s'agir simplement de répliquer les ascensions spectaculaires, éventuellement avec des ballons plus gros qui peuvent transporter plus de personnes, mais on a une sorte de plafonnement du progrès technique. Mais on a quand même eu le développement d'une véritable proto-industrie aérienne, puisque à Meudon, pendant le bref épisode des compagnies d'aérostiers, on avait une fabrique d'aéroplanes, une fabrique de ballons. Donc d'abord, on fait les pièces du fuselage. Ensuite, on les assemble. Puis, on prépare le vernis pour enduire le ballon. On gonfle le ballon avec de l'hydrogène. Et puis, on peut l'installer sous une tente, prêt à être utilisé pendant la campagne. Donc, pour résumer, les limites des premiers aérostats, c'est qu'ils sont fragiles. Voilà, ça reste de la toile ça reste de la toile doublée de papier remplie d'air. C'est cher, c'est pas simple de fabriquer de l'hydrogène dans cette quantité. Ça prend du temps pour les remplir, on peut pas les déployer à volonté, et donc c'est difficile à transporter. Soit il faut le transporter plié, et donc c'est lourd, et surtout après il faudra le temps de le regonfler. Soit il est gonflé, mais à ce moment-là, il faut le tirer avec des cordes depuis le sol, et comme vous imaginez, c'est très fastidieux, et donc c'est peu adapté à la guerre moderne ultra rapide que mène Napoléon. Alors on a voulu s'en servir pour des expériences scientifiques, donc on peut effectivement s'en servir pour des expériences sur la pression atmosphérique. On a voulu s'en servir pour la cartographie, mais malheureusement ça n'a pas pu se faire, puisque les ballons, donc, non seulement on ne peut pas les diriger, mais en plus, avec le vent, ils oscillent beaucoup, ce qui rend impossible, ce qui rend très compliqué de faire des relevés précis avec, et donc ils ne sont pas assez fiables pour faire de la cartographie. Et donc ça va rester un objet de spectacle jusqu'à ce que ça se conjugue avec d'autres inventions, grâce tout d'abord à Henri Giffard. Alors, Henri Giffard, donc lui, il est d'une autre génération. Lui, il commence ses inventions dans les années 1850. Et Henri Giffard, c'est un inventeur très doué de la révolution industrielle. C'est lui qui invente l'injecteur pour les machines à vapeur. Et donc, Henri Giffard, il trouve tout d'abord un moyen de fabriquer de l'hydrogène plus vite et en plus grande quantité. Et surtout, Henri Giffard, il trouve un moyen d'utiliser une nouvelle source d'énergie qui n'était pas du tout au point dans les années 1780. C'est la vapeur. Alors, on est à l'époque de l'expansion du moteur à vapeur. On a inventé le bateau à vapeur 20 ans plus tôt avec Robert Fulton. Et Henri Giffard utilise la vapeur pour propulser un ballon qui est de forme ovale. C'est quelque chose qu'il a mis au point avec deux centraliens. Et Henri Giffard va complètement révolutionner l'aérostation, puisque désormais on peut envisager de façon plus ou moins fiable, non seulement d'avoir des dirigeables plus gros, des ballons plus gros, et donc qui peuvent transporter plus de choses, mais surtout des ballons qu'on peut diriger. Alors, ces ballons, ils vont rencontrer donc encore une autre invention, la photographie, grâce au célèbre Nadar. Donc Nadar qui est un des grands pionniers de la photographie au XIXe siècle. En 1858, Nadar monte dans un ballon de Giffard, et il va pouvoir réaliser la première photographie aérienne de l'histoire, une photographie de Paris, et plus précisément de l'avenue du Bois de Boulogne que vous pouvez voir. Et alors Nadar, il va être très enthousiasmé par
l'aérostation, mais surtout par l'aéronautique. Lui croit de plus en plus au plus lourd que l'air, donc ce qui va donner ensuite les avions. Donc il fonde la revue L'Aéronaute et il lève des souscriptions pour financer les inventions aéronautiques. Et il finance un ballon qui s'appelle le Géant et qui doit faire une tournée pour lever encore plus de fonds pour mettre au point des engins volants. Malheureusement, le Géant s'écrase. Alors personne n'est tué, mais pas mal de côtes cassées. Et donc, ça va être un échec. Ce qui va beaucoup mieux marcher, c'est Monsieur Giffard. Alors Giffard va tout simplement utiliser les expositions internationales qui se tiennent à Paris dans les années 1860 et 1870. Il va tout simplement installer de grands dirigeables au Champ de Mars, retenus par une corde, et il fait payer les gens pour faire des ascensions à environ 500 mètres. Et c'est ainsi qu'en quelques jours d'exposition universelle, il fait voler plus de gens que n'en ont volé depuis les débuts de l'aérostation. Alors, les ballons donc, sont encore utilisés comme des objets de spectacle. Ils vont être à nouveau brièvement utilisés à des fins militaires en 1870-1871. Donc, c'est la guerre de 1870. On a perdu contre les Prussiens. Ils sont en train d'assiéger Paris. Et ça tombe bien, puisque à Paris, il y a la plupart des inventeurs et des aéronautes. Et donc, Nadar va organiser une compagnie d'aérostiers et faire fabriquer plusieurs ballons. Et grâce à ces ballons, Gambetta va réussir à quitter Paris. Et les Parisiens les communards vont même avoir brièvement du ravitaillement. Et ça redonne de l'intérêt à l'aérostation, d'autant que pendant la Commune, on avait planché sur de nouveaux types de dirigeables, des choses qui devaient être encore plus maniables, encore plus fiables, et c'est ainsi que, à partir des progrès qui ont été faits pendant la Commune, en 1884, donc un siècle après les premières ascensions en montgolfière, on a le premier vol dirigé en circuit fermé, donc c'est un vol d'à peine quelques minutes, mais on a désormais un engin qui peut se diriger de façon très très précise, puisqu'il peut voler donc en cercle. Donc cet engin s'appelle le France. Il utilise donc de l'énergie électrique pour faire tourner la turbine. C'est beaucoup plus simple que d'utiliser de la vapeur, donc avec du charbon, comme vous pouvez l'imaginer. Et sur l'image, vous pouvez voir un hangar à dirigeable. Alors les hangars à dirigeable, c'était un nouveau type de hangar avec un toit qui donc pouvait s'ouvrir et des dimensions colossales pour accueillir des engins qui étaient de plus en plus grands. Et il en reste plus beaucoup aujourd'hui, mais pour la petite histoire, si vous voulez voir du patrimoine aéronautique français lié à l'aérostation, vous pouvez aller à Meudon, parce que de même qu'il y avait la fabrique de ballons des compagnies d'aérostiers, vous avez aussi le dernier hangar à dirigeable qui reste en France. Alors, je vais accélérer un petit peu pour la fin. Alors, à la Belle Époque, il y a un progrès, une sorte de progrès final qui est réalisé. C'est l'invention par le comte von Zeppelin des dirigeables rigides. Donc c'est un aboutissement, c'est le truc le plus, c'est la version la plus fiable et la plus utilisable qui a été inventée. Et depuis, on n'a pas fait de progrès majeur dans la conception des dirigeables. Et c'est pas un hasard si c'est von Zeppelin qui avait pu fonder la toute première compagnie aérienne commerciale qui faisait donc des liaisons en dirigeable. Alors malheureusement, entre guillemets, à l'époque où le dirigeable rigide est mis au point, eh bien, on invente l'avion et les progrès sont extrêmement rapides, notamment catalysés par la Première Guerre mondiale. Et donc les avions vont concurrencer les dirigeables et les zeppelins. Alors, au début de la Première Guerre mondiale, la France, l'Angleterre et l'Allemagne, mais aussi l'Italie et la Russie, ils ont tous un petit parc d'avions et un parc de dirigeables. En général, les dirigeables sont moins nombreux, mais évidemment, ils transportent beaucoup plus de choses, ils vont beaucoup plus loin et ils restent beaucoup plus longtemps dans les airs.
Et pourtant, ce sont les avions qui vont sortir indubitablement vainqueurs de la Première Guerre mondiale pour plusieurs raisons. Alors, au début, on a cru que c'était le dirigeable qui était l'arme d'avenir. Donc là, vous avez une vision de l'an 2000 où on pouvait imaginer des sortes de cuirassés dirigeables. Voilà, souvent, quand on imagine les engins aériens, les engins de guerre aérienne du futur, on prend tout simplement les engins, on prend les bateaux militaires qui existent et puis on les imagine volants. Donc là, on a un gunship, mais volant. Mais le dirigeable, dans la Première Guerre mondiale, se fait marave pour plusieurs raisons. Donc, la première, c'est que un hangar à dirigeable, c'est une structure très grande qui est remplie d'hydrogène ou éventuellement d'hélium, mais de substances très inflammables. Ce qui veut dire que c'est une cible très très tentante pour un bombardier, et donc beaucoup de dirigeables se font tout simplement détruire au sol, puisque c'est la première cible que vont chercher les avions. Ensuite, en vol, alors un dirigeable peut, un Zeppelin taille maximale de l'armée allemande peut emporter un équipage de 18 personnes, donc il y a beaucoup de mitrailleurs et de tireurs à l'intérieur. Cependant, un dirigeable, ça va pas très vite comparé à un avion, et donc l'avion est beaucoup plus rapide et peut assez facilement esquiver le feu du dirigeable et mettre le feu au dirigeable dans les airs. Alors soit en tirant dessus les mitrailleuses, mais ça marche pas forcément puisque la coque est rigide, soit avec ce qu'on appelle une fusée Le Prieur, donc c'est l'ancêtre des roquettes, et ça marche très bien contre les dirigeables. Et dernier truc, les dirigeables peuvent être utilisés notamment pour le bombardement de nuit, parce que les avions ne sont pas très fiables à l'époque pour bombarder la nuit. Et puis, surtout, comme les dirigeables peuvent couvrir une longue distance, l'Allemagne peut en envoyer au-dessus de Londres, mais on se rend très vite compte que le dirigeable est très vulnérable à l'artillerie, puisque c'est une très grosse cible, et c'est une cible inflammable. Et donc, il suffit d'éclairer et de viser et de tirer pour se débarrasser d'un bombardement par dirigeable. Et puis, faut se rappeler aussi qu'à l'époque, à bord d'un dirigeable, on n'a pas des moyens techniques faramineux pour communiquer avec le sol. Alors, on a de la radio, mais on n'a pas de radar. Et donc, comme vous voyez, comme un dirigeable est au-dessus des nuages, il doit lâcher une nacelle au bout d'un câble avec un observateur. Et donc, on en a encore à naviguer à vue. Et c'est pas très efficace, alors qu'avec un avion, on peut beaucoup plus facilement changer d'altitude et naviguer beaucoup mieux. Alors, après la guerre, l'aérostation, elle n'a pas encore dit son dernier mot face à l'aviation. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, les avions ont énormément progressé, mais ils peuvent pas du tout encore rester aussi longtemps en l'air ou transporter autant de charges ou parcourir les mêmes distances que les dirigeables. Voilà, les premiers vols au-dessus de l'Atlantique, il faut attendre les années 30 pour les voir avec des avions, alors que pour des dirigeables, dès les années 10, on peut tout à fait les faire. Et donc, pendant les années 20, pendant la décennie après la fin de la guerre et au début des années 30, on va avoir brièvement un âge d'or de l'aérostation avec les premières lignes commerciales qui s'ouvrent. Et donc on peut faire Londres-New York, Paris-New York, Paris-Moscou, Paris-Dakar, etc. en dirigeable. Et on peut surtout le faire dans un cadre commercial. Donc le public y a accès, c'est plus seulement les pionniers et les recordman. Et puis, comme vous le savez sans doute, le 6 mai 1937, c'est la mort de l'aérostation commerciale, puisque le Hindenburg, donc un Zeppelin allemand qui transportait des passagers depuis l'Allemagne, s'écrase en arrivant en Amérique devant une foule de journalistes qui prennent des photos de l'événement. Et donc ça va complètement détruire l'image de l'aérostation auprès du public, puisque plus personne ne veut monter dans ces cercueils volants. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur le drame du Hindenburg. Ce qui me paraît, alors, on sait aujourd'hui qu'il s'est enflammé à cause du fait que les câbles qu'il avait lancés au sol pour l'amarrer étaient mouillés, donc ça a conduit le courant électrique à côté du pylône, et ça a fait des étincelles qui ont enflammé le gonflage d'hydrogène. Mais alors, ce qu'on sait moins,
c'est que le naufrage du Hindenburg a été entre guillemets provoqué par les nazis. En fait, pour le résumer, Hitler et les nazis s'entendaient très mal avec les dirigeants de la compagnie Zeppelin. Ils ont essayé de recruter, ils ont essayé de les embarquer dans la propagande nazie. Donc Göring, le maître de l'aviation allemande, voulait que les Zeppelins circulent en continu au sud de l'Allemagne avec des drapeaux à croix gammée, de la propagande et des haut-parleurs, etc. etc. L'entreprise Zeppelin traînait des pieds. Ce qui fait que les nazis se sont de plus en plus méfiés de Zeppelin et des dirigeables, et donc Göring a d'autant plus développé les avions. Lui-même était un ancien aviateur de la Première Guerre mondiale. Mais surtout, les nazis n'ont pas laissé le Hindenburg faire le plein avec ce qu'il voulait. Donc vous avez deux gaz plus légers que l'air qu'on peut mettre dans un dirigeable, soit l'hélium, soit le dihydrogène. Le dihydrogène, c'est très inflammable et donc c'est très dangereux. Donc très vite, on s'est mis à utiliser l'hélium dès que possible. Seulement à l'époque, c'était les États-Unis qui étaient le principal producteur d'hélium. C'était un des pays où l'aérostation commerciale avait le plus pris. Et ils avaient mis un embargo dans les ventes d'hélium pour l'Allemagne. Et donc le Hindenburg a été obligé de faire le plein avec de l'hydrogène et non pas de l'hélium, ce qui l'a rendu aussi inflammable et ce qui a signé la mort de l'aérostation commerciale. Alors on en a reparlé de l'aérostation commerciale plusieurs fois au cours des dernières décennies, notamment pendant la crise du choc pétrolier dans les années 70. Mais on s'est rendu compte que ça restait quand même beaucoup moins efficace que les avions grâce au progrès qu'on avait fait. Encore aujourd'hui, il y a des projets de dirigeables à l'énergie solaire ou de dirigeables qui servent pour la météo, pour les satellites, etc. Pour l'instant, ça ne concurrence pas l'avion, mais qui sait, ça pourra peut-être le faire dans le futur. Et donc, il reste quelques minutes. Je vous remercie de votre attention et du coup, on a le temps pour quelques questions si vous voulez.